En France, si vous êtes né dans un milieu populaire, à talent égal, à travail égal, les choses vont être beaucoup plus difficiles pour vous. Il y a chez beaucoup de jeunes Français et leurs parents un sentiment d'injustice, le sentiment que les dés sont pipés à la naissance en fait. Et si nos actions? Combien de fois avez-vous entendu que rien ne va en France, que le monde va mal? Les médias et politiques mettent en lumière des constats souvent dramatiques, mais entend-on suffisamment parler des actions menées sur le terrain de ces personnes qui œuvrent pour un monde meilleur? Je suis Élodie Gerbeau, citoyenne et mère de 3 enfants. Et je dois avouer que je suis assez inquiète pour notre avenir et celui de mes enfants. Comme beaucoup de personnes, je me retrouve face à 2 chemins. Soit je choisis de rester là où je suis aujourd'hui et je croise les doigts pour un meilleur demain en me disant que c'est certainement fichu, soit je décide d'agir et je refuse de me résigner. C'est l'idée même de ce podcast. Regardez plus loin, regardez du côté des initiatives françaises qui nous permettent de reprendre espoir en l'avenir. Grâce à ce rendez-vous audio, vous allez pouvoir découvrir le parcours de nombreux Français qui ont décidé un jour de passer à l'action. Ils sont partis d'un constat et ont cherché une solution, leur solution. Et si leurs actions pouvaient changer le monde? Ce podcast est donc une manière de semer des graines pour voir par la suite éclore de nouvelles actions pour préserver l'environnement ou encore répondre à un besoin sociétal ou de santé. Il est construit à partir de constats, statistiques, données chiffrées qui font bien souvent froid dans le dos. La prise de parole de chaque personne interviewée nous permettra de mieux comprendre les enjeux, mais aussi de soutenir leurs actions, soit en parlant autour de nous, soit en cherchant à notre tour notre solution. Et si nos actions pouvaient changer le monde? N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et autour de vous pour lui donner de la force et le rendre visible. Merci à vous. Pour commencer cette première saison, je vous propose de partir à la rencontre de personnalités connues ou inconnues du grand public. Leurs actions pour l'égalité des chances et la mise en place de pratiques non discriminantes sont juste incroyables et d'utilité publique. Ça vous dit? Alors c'est parti! Dans ce premier épisode, vous allez pouvoir entendre Benjamin Blavier, cofondateur de l'association Article 1, qui œuvre pour l'égalité des chances en permettant à des jeunes de quartiers populaires ou ruraux d'accéder à des diplômes qu'ils n'auraient jamais envisagés. Voici son parcours, son déclic, sa solution. Bonne écoute. Bonjour, je suis Benjamin Blavier, coprésident et fondateur de l'association Article 1. Je vais vous raconter une histoire qui est la mienne, qui a quelques particularités comme toutes les histoires. Moi, je viens d'une famille où mes grands-parents sont nés dans 4 pays différents. La Russie, l'Italie, la France et le Brésil. Et mes grands-parents sont venus à l'origine en France pour chercher du travail. Ils étaient ouvriers agricoles d'un côté, ouvriers dans l'industrie de l'autre. Ils sont venus faire leur vie en France et avec une croyance qui était celle, j'allais dire, de la République, celle que l'on raconte beaucoup, qui est de dire qu'en France, on peut réussir en fonction de son travail, en fonction de son talent, en fonction de son mérite. Ils l'ont fait un peu, ils se sont débrouillés, ils se sont fait leur petite vie, mes parents aussi par la suite. Et moi j'ai grandi dans une famille où effectivement cette histoire d'ascension sociale était assez forte. Alors, encore une petite particularité, j'ai grandi dans un endroit qui est l'île de la Réunion. L'île de la Réunion est quand même un endroit très spécifique, très particulier, où il y a une très grande diversité au sens large, de couleurs de peau, de religion, de milieux sociaux. J'ai grandi dans cette espèce de melting pot assez incroyable. Et puis j'ai fait, comme beaucoup, des études. J'ai été à l'université. J'ai fait des études de droit quand je suis arrivé en métropole. Donc, j'étais à l'université de Nanterre. J'étais très intéressé par tout ce qui est droit du travail, parce que je trouvais que c'était assez vivant, assez politique, assez en prise avec la société. Et puis j'ai eu des premiers jobs qui étaient des jobs en ressources humaines dans des entreprises. Voilà, donc j'ai travaillé dans le privé, j'étais chez Bouygues, j'étais chez Apple, j'étais chez SFR pendant une quinzaine d'années dans des fonctions de ressources humaines. Alors je vous raconte tout ça parce que dans mon parcours, il y a un certain nombre de points et ça explique un peu ce pourquoi je me suis engagé par la suite. Le premier, c'est que en grandissant à La Réunion, j'avais
était dans une espèce de bulle et je me suis pris une claque en arrivant en métropole à la fin du lycée. La première claque, c'est que j'ai eu le sentiment en arrivant en métropole que les gens étaient souvent séparés en fonction de leur origine sociale, souvent aussi en fonction de leur couleur de peau, ça va souvent de pair, et qu'il y avait des endroits où habitaient les uns et pas les autres, et qu'il y avait des lycées où allaient les uns et pas les autres. Voilà, moi j'habitais à Elancourt, à côté de Trappes, et mes parents avaient fait le choix de me mettre à Versailles. Voilà, donc évidemment, quand je passais d'un univers à l'autre, j'avais pas du tout les mêmes copains, et je me suis dit c'est quand même étrange parce que à La Réunion j'avais grandi sans ces barrières. J'avais l'habitude d'avoir des amis voilà, vraiment d'une très grande diversité. La deuxième claque, c'est que quand je suis rentré dans le monde professionnel, tout fier avec mon diplôme universitaire, je me suis rendu compte que le diplôme avait une importance phénoménale dans les parcours que l'on pouvait se voir proposer à l'intérieur des entreprises. Et en particulier, une scission assez importante entre les diplômes de grandes écoles et le reste du monde, j'allais dire. Voilà, c'est toutes les formations universitaires, quelle que soit leur durée, quelle que soit leur longueur. Et ça, j'ai trouvé ça étrange parce que ça fait vraiment partie des choses que m'avait pas enseigné. Moi, quand j'étais à la fac, première année de fac, j'ai appris l'existence des classes préparatoires, par exemple. Je savais même pas que ça existait. Et de toute façon, dans mon esprit, bah, c'était pas pour moi. Voilà, parce que bah, déjà, j'avais peut-être pas le niveau. En tout cas, je le pensais. Et puis en plus, j'avais pas les moyens. J'étais assez persuadé que c'était réservé à ceux qui avaient un peu de moyens. Donc moi, à l'époque, j'étais pas bien riche. J'étais boursier. Mes parents n'étaient pas vraiment en capacité de m'aider. C'était comme ça. Et je me suis aperçu donc bah, par la suite ça faisait une vraie différence. Et puis le troisième point, c'est que en entreprise, quand j'étais dans des fonctions de ressources humaines, bah, moi je croyais que les ressources humaines c'était un métier qui consistait à donner les mêmes chances à chacun, à essayer de miser sur le potentiel des gens, à essayer de les aider à grandir. Et je me suis rendu compte que bah, ce phénomène de diplôme perturbait la donne et que beaucoup de gens qui avaient beaucoup de talent parce qu'ils n'avaient pas les bons diplômes ne pouvaient pas avoir les progressions qu'ils méritaient. Et je me suis aussi rendu compte que dans ces diplômes de grandes écoles, il y avait peu de diversité. Voilà. Donc j'avais un peu ce décalage entre les gens que je voyais dans les fonctions de management dans mes entreprises, donc qui étaient tous un peu issus des mêmes endroits et des mêmes écoles, et puis les gens que je croisais dans la rue, qui n'étaient pas les mêmes. Et donc, mon idée, c'était quand même de se dire, c'est quand même bizarre. Les gens qui dirigent les entreprises, et je pense que c'est la même chose dans les administrations ou ailleurs, ne sont pas représentatifs de la diversité de la population française. Et je me refuse à croire que ce soit une question d'intelligence ou de travail. C'est pas vrai. Voilà, on n'est pas moins intelligent parce qu'on est dans un quartier populaire, on n'est pas moins travailleur, donc il se passe autre chose. Voilà, donc ça m'a toujours intéressé, cette question de se dire, mais comment ça se fait et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que les jeunes aient les mêmes chances de construire leur avenir, quel que soit leur lieu de naissance ou la fortune de leurs parents. Voilà. L'autre point qui m'a toujours un peu travaillé, c'est que j'ai l'impression qu'en France, on est dans un décalage, dans un grand tabou. On est un pays qui affiche qu'il y a une égalité républicaine. C'est le fameux article 1, hein, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. On est un pays qui redistribue largement des richesses et qui s'organise, par exemple, pour que les études supérieures soient possibles, accessibles et parmi les moins chères au monde. On est tous très attachés à une idée de l'école républicaine et il y a des images comme ça, un peu d'Épinal, où on a le mythe du hussard noir de la République qui est l'instituteur qui allait à l'époque aider le jeune enfant de paysan ou d'ouvrier à accéder jusqu'au bac et plus. Donc on a ce sentiment que ben, on en fait beaucoup et en plus on a quelques réalisations, c'est-à-dire qu'il y a
Comme disait un sociologue, Fernand Braudel, il y a des exceptions consolantes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes issus de milieux défavorisés qui font des très belles études et qui ont des très bons jobs par la suite, ça existe. Mais la réalité, c'est que derrière tout ça, il y a une réalité statistique qui est assez cruelle, qui est qu'en France, si vous êtes né dans un milieu populaire, à talent égal, à travail égal, les choses vont être beaucoup plus difficiles pour vous. Voilà, pour accéder aux études supérieures et évidemment pour accéder à des emplois et en particulier les emplois les plus qualifiés. Donc là, il y a quelques chiffres assez marquants. C'est-à-dire si vous êtes issu d'un milieu défavorisé, par exemple, au moment du passage du bac, quand vous allez vous inscrire sur Parcoursup, à résultat équivalent, encore une fois, à résultat équivalent, si vous venez d'un milieu défavorisé, vous y aurez 37% de propension en moins à vous orienter vers des études longues, donc de 3 ans ou plus. Vous allez avoir une grande majorité de jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, qui eux vont pas avoir tellement le choix de leur orientation, ils vont se retrouver assez souvent envoyés par exemple en filière professionnelle. Dans les filières pro en France, vous avez 72% d'enfants, d'employés, ouvriers, inactifs ou chômeurs. Et parmi eux, vous en avez 20% qui disent qu'ils n'ont pas eu du tout le choix de leur orientation. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Si vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous avez 12% des étudiants qui sont issus de familles d'ouvriers, alors que les ouvriers représentent plus de 20% de la population. Et évidemment, il y a aussi un autre phénomène qui est que les enfants d'ouvriers, les enfants les plus défavorisés, ne font pas les mêmes études supérieures que les autres. Vous les retrouverez massivement en BTS, dans des lycées, à Bac+2, et vous les retrouverez beaucoup moins dans les grandes écoles. On est entre 4 et 6%. Donc voilà, on est sur des chiffres assez marquants, des réalités qui montrent que ça marche pas bien. Et c'est pas l'histoire qu'on a envie de raconter en France, et c'est pas la croyance qu'on a en notre pays. Et moi, je pense que c'est un problème. Parce que cette situation, elle fait naître chez beaucoup de jeunes, chez beaucoup de leurs parents, dans les quartiers, en zone rurale, dans les bassins désindustrialisés, un espèce de sentiment d'injustice extrêmement fort. Je dis même pas que c'est vrai, parce que ça peut n'être qu'une perception, mais il y a chez beaucoup de jeunes Français et leurs parents un sentiment d'injustice, le sentiment que les dés sont pipés à la naissance, en fait, sur la construction de leur avenir. Et moi, je trouve que c'est inacceptable et même extrêmement dangereux, parce que ça veut dire que ces populations ont le sentiment que la République ne les traite pas de manière égalitaire, parce qu'ils peuvent être, et c'est ce qu'on voit malheureusement, dans des phénomènes de rejet ou de repli sur soi. Et je ne dis pas que s'attaquer à ce sujet de la lutte contre les inégalités scolaires, ça résoudra l'ensemble des enjeux, mais voilà, moi je pense que on a un espèce de poison insidieux auquel il faut s'attaquer parce que ça explique sans doute une partie du repli sur soi, du problème démocratique, du fait que beaucoup de jeunes et leurs parents ne votent plus ou votent extrême, ou ne croient pas en tout cas dans la promesse de la République. Et moi, mon envie, c'est de voir ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Et heureusement, on peut trouver des solutions. À quel moment vraiment vous vous êtes dit, bon, ça y est, ok, j'ai constaté pas mal d'inégalités, des choses qui ne me vont pas dans la société. À quel moment vous vous êtes dit, bon, ça y est, je passe à l'action, et comment vous l'avez fait? Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en entreprise, à l'époque j'étais chez SFR, c'était le début des années 2000, et j'étais DRH, et mon idée c'était embaucher des jeunes qui venaient de quartier, voilà, parce que j'avais envie d'avoir plus de diversité dans l'entreprise. Alors il se trouve que à l'époque chez SFR, je recrutais plutôt des gens très qualifiés. Je recrutais des ingénieurs, je recrutais des gens pour faire du marketing, donc c'était plutôt des gens Bac+5. Et donc j'ai été voir, voilà, à la sortie des écoles, à la sortie des universités, quels sont les profils que je pouvais recruter. Et mon constat, c'était, il n'y a pas beaucoup de diversité. Pas beaucoup de diversité hommes-femmes dans les écoles d'ingénieurs, pas beaucoup de diversité d'origine dans toutes les écoles. Donc quand même une certaine tendance à avoir des profils qui se ressemblaient. Donc je me suis dit, bon, ça va pas quand on regarde à la sortie des écoles. Essayons de remonter un peu pour voir qu'est-ce qui se passe en amont. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes ne vont pas ou ne se retrouvent pas dans ces filières.
Et donc là, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait et j'ai trouvé des choses intéressantes. Il y avait des initiatives déjà qui se mettaient en place au début des années 2000 pour essayer de diversifier les filières d'enseignement supérieur. Il y avait par exemple ce que commençait à lancer Sciences Po. Voilà, Sciences Po, les conventions ZEP, d'éducation prioritaire, qui consistaient à aller intégrer des jeunes venant de lycées situés dans des zones défavorisées, avec un concours un peu adapté. Il y avait des initiatives d'écoles, je pense à l'ESSEC en particulier, qui voulaient pas faire la même chose que Sciences Po, donc eux, ils avaient pris le contre-pied. Leur idée, c'était de dire on change pas le concours, mais par contre, on va aider en amont les élèves à se préparer. Donc, ils mobilisaient leurs étudiants pour aller faire du soutien scolaire sur des jeunes collégiens, lycéens en éducation prioritaire. Il y avait beaucoup de réflexions sur la carte scolaire, sur les contenus des cours, sur les modes d'enseignement pour essayer de voir ce qui pouvait être fait. Et donc tout ça, bah, c'était passionnant. Je me suis dit, c'est sans doute la base et ils ont raison de s'attaquer à ça. Par contre, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et là, j'ai puisé dans mon histoire. C'est-à-dire ce que je me suis dit, c'est que toutes ces équipes pédagogiques, ces enseignants, ces écoles qui réfléchissaient à comment diversifier leur filière, elles allaient faire plein de choses formidables, mais elles n'allaient pas pouvoir tout adresser. Et il y a des sujets entiers sur lesquels elles allaient sans doute être à côté de la plaque. Et ce qui me faisait dire ça, c'est que moi, j'y réfléchi un peu après, et moi, comme des millions d'autres, j'ai vécu une situation où, quand j'ai fait mes choix d'études, indépendamment de savoir si j'avais le niveau ou pas, mais en tout cas, quand j'ai fait le choix de mes études, j'avais 3 déficits sur lesquels les profs ne pouvaient pas faire grand-chose. Le premier déficit, c'est un déficit d'information sur qu'est-ce qui se passe après. C'est quoi le monde du travail? C'est quoi une entreprise? C'est quoi les métiers? C'est quoi les diverses formes d'emploi qu'on peut imaginer? C'est quoi les filières de demain, les métiers porteurs, les réalités des salaires? Bah, tout ça, moi, j'avais pas forcément autour de moi des gens pour m'en parler. Et les profs, avec la meilleure volonté du monde, ou les conseillers d'orientation, bah, ils sont un peu démunis. Alors que des gens qui grandissent avec des parents qui connaissent un peu ces univers-là, bah, ils ont évidemment un formidable avantage pour réfléchir à leur avenir. Le deuxième déficit, c'était un déficit d'accès, c'est-à-dire, moi, j'avais pas spécialement de réseau pour trouver les bons stages, pour aller parler de métier, pour connaître les codes. Puis en plus, j'étais absolument incapable de me présenter et de réfléchir un peu à la manière de me présenter et à un projet. Voilà, donc j'étais à côté de la plaque et je me souviens que les premiers entretiens professionnels que j'ai dû passer, c'était une catastrophe parce que je ne savais juste absolument pas comment faire et mes parents n'étaient pas en capacité de m'aider. Et puis le troisième déficit qui est peut-être le plus compliqué, c'est un déficit de confiance. Les jeunes qui grandissent dans des milieux modestes, ils n'ont pas forcément autour d'eux beaucoup d'exemples inspirants de gens qui peuvent avoir fait des études supérieures et qui peuvent les inspirer. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que notre destin est un peu tracé de manière limitée. Et s'ajoute à ça, à ces trois soucis, là, manque d'infos, manque de réseau et manque de confiance, aussi la question du manque de moyens, évidemment. Ça, c'est encore un autre sujet. Et donc là, bah, sur ces enjeux, mon constat, c'est de dire que l'école ne résoudra pas tout. Et c'est une histoire qu'il faut arrêter de se raconter. Et là, je me suis dit, bah, il y a une place pour la société civile. Il y a une place pour que, à côté de l'école, on puisse mobiliser des gens qui sont eux-mêmes souvent des parents, qui ont un peu de temps, qui ont envie de s'investir, qui sont dans le monde professionnel. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée en 2004. Mon action a consisté à mobiliser des gens de chez SFR, puis assez rapidement d'autres entreprises, et à leur proposer d'accompagner des jeunes issus de milieux défavorisés qui avaient envie de se lancer dans des études supérieures, mais qui étaient un peu hésitants. Donc on a construit ça en allant voir des enseignants et en leur disant, écoutez, voilà, si on vient vous voir, si on respecte votre travail, c'est-à-dire on ne va pas se mettre à faire votre boulot et à donner des cours, on n'est pas là pour ça. Comment est-ce qu'on peut se rendre utile et la bonne surprise, ça a été que les enseignants que j'ai rencontrés, qui étaient des enseignants de BTS au départ, on avait ciblé des jeunes de BTS pour essayer de les pousser à aller jusqu'à des études d'ingénieur, ben, on a reçu un très bon accueil, parce que beaucoup nous ont dit, c'est quand même dommage, on a plein de gamins qui ont la capacité à aller plus loin, mais qui s'arrêtent, et peut-être qu'avec votre accompagnement, on pourra
on pourra les inciter à aller plus loin. Voilà, donc c'est comme ça que c'est né. Et j'ai en tête quelques souvenirs. Hein. Moi, il y a un jeune qu'on avait accompagné en 2005, avec qui je suis toujours en contact, qui a des parents de l'immigration, qui vivait dans un quartier populaire en banlieue parisienne, et qui m'explique que je suis venu perturber ses plans, parce que il allait avoir son BTS, il était le premier diplômé du supérieur de sa famille, il était certain d'avoir un job, et pour lui c'était très bien comme ça, il pensait être au maximum de ses possibles, et moi, avec les volontaires qu'on pouvait avoir et les enseignants, on l'a quasiment j'allais dire, forcé, en tout cas son sentiment, c'était un peu ça, mais on l'a pris dans une salle et on lui a parlé de l'intérêt qu'il y avait à poursuivre des études. On lui a expliqué que s'il venait avec nous, on allait l'accompagner, on n'allait pas le lâcher. Et au final, on l'a incité à se lancer dans des études d'ingénieur, qu'il a réussi. Et aujourd'hui, il admet que sa vie est devenue complètement différente grâce à cette rencontre qu'il a pu faire. Voilà, donc c'est un exemple, mais bon, on en a fait vite 10, puis 100, puis 500, puis 1000, et aujourd'hui, on est à 20 000 jeunes accompagnés chaque année dans la construction de leur parcours d'études et jusqu'à l'accès à l'emploi. Et à un moment, avec Boris Valbaum, qui est l'autre coprésident de Article 1, qui avait fondé Lui Fratelli, on s'est vu et on a fait une espèce de bilan qui était en 2017 que bon, voilà, nos assos marchaient bien l'une comme l'autre, on avait à peu près 2000 bénéficiaires chacun, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que changer le destin de 2000 jeunes, c'est bien, mais on sait qu'il faudrait avoir beaucoup plus de possibilités d'action pour suivre les jeunes de milieux défavorisés. Si vous regardez dans l'enseignement supérieur, par exemple, il y a 750 000 jeunes boursiers. On a fusionné en se disant, avec cette fusion, on va pouvoir dépasser cette espèce de plafond de verre dans lequel on est. On va devenir une asso de transformation. On va pouvoir miser sur du digital, sur de la recherche, sur du plaidoyer, et on va pouvoir chercher à toucher non pas quelques milliers, mais des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de jeunes. Voilà. Donc c'est vraiment ça notre idée. Et donc du coup, on a pris un nom politique, le nom Article 1, parce qu'on veut que ça sonne comme un rappel de ce qui nous unit, un principe républicain qui est encore loin d'être achevé. On a conscience que c'est un nom qui est bien trop grand pour nous, mais et donc on n'a pas la prétention de tout résoudre à nous tout seuls, mais on le rappelle en disant c'est quand même ça qu'on doit viser, c'est ça qui nous unit. Donc c'était ça l'idée de la fusion, c'était passer à l'échelle et ne pas se contenter d'être une asso qui fait des belles histoires, essayer d'être force de proposition et force d'action pour que chaque jeune en France puisse, en tout cas sur le public que nous on est capable de viser, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans et scolarisé, chaque jeune puisse avoir les mêmes atouts pour construire son avenir. Comment ça se passe si là, par exemple, il y a un auditeur qui vous entend et qui pense à lui, pour son parcours, à elle, ou pour un de ses proches qui se retrouve dans cette situation, donc qui a entre 15 et 25 ans, qui est scolarisé et qui a besoin d'un petit coup de pouce, comment ça se passe? Concrètement, nous on a trois temps, parce qu'on a identifié trois temps un peu clés pour les 15-25 scolarisés qu'on peut accompagner. Le premier temps, c'est vraiment le sujet de l'orientation. Alors ça commence très tôt, l'orientation, il faudra en parler dès le collège, mais nous, on s'est concentré sur le lycée, et en particulier la fin du lycée, première terminale, dans le moment où les jeunes doivent remplir leur fameux parcours sup, faire des choix extrêmement structurants, réfléchir aux filières d'études, et ceci sans autocensure. Alors, pour faire ça, ce premier métier, on a deux outils. D'abord, on a une plateforme digitale, c'est inspire-orientation.org, qui permet à tous les jeunes, alors favorisés, défavorisés, gratuitement, avec un financement qui est en partie public, donc qui est indépendant, ça veut dire qu'on ne vend pas la data à des écoles, hein, pour parler clair, alors que c'est souvent le modèle d'autres plateformes alternatives. Ça permet à chaque jeune d'avoir des conseils liés à son orientation. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais sur les publics défavorisés à qui on s'adresse, depuis plusieurs années, on a une statistique qui est très éclairante. Quand on fait des recommandations d'études supérieures aux jeunes, on a 80% d'entre eux qui nous disent que les filières qu'on leur propose sont des filières qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils n'avaient pas envisagées. Donc ça veut quand même bien dire que les jeunes souvent choisissent par défaut, ou vont prendre la filière qui est à côté de chez eux, ou celle dont un copain a pu leur parler, mais ils n'ont pas le spectre des
de l'ensemble des possibles. Voilà, donc ça c'est format digital. Puis ensuite, on a aussi des ateliers dédiés à l'orientation qu'on va faire en classe avec des professionnels volontaires, avec des jeunes étudiants ou en service civique. Et là, l'année dernière, on a vu 40 000 jeunes lycéens dans les lycées les plus défavorisés à travers le territoire. Et là, on prend un temps spécifique avec eux pour parler orientation, répondre à toutes leurs questions et les aider dans leurs choix. Voilà, donc ça c'est un exemple très concret. Le deuxième temps, c'est le temps de la réussite dans les études supérieures. Et là, on travaille avec un format qu'on connaît bien chez Article 1 parce que c'est notre cœur de métier, c'est comme ça qu'on a commencé, c'est le mentorat. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est mobiliser des bénévoles et leur proposer de passer un peu de temps avec un jeune étudiant entre bac et bac plus 5 en fonction des besoins que ce jeune va exprimer. Alors concrètement, c'est une plateforme digitale aussi qui s'appelle Demain avec un 1 à la place du i, demain.org. Ça s'adresse d'abord aux jeunes. Donc les jeunes, on leur demande de nous dire voilà, quelles sont les attentes qu'ils peuvent avoir. Et ils vont remonter des attentes. On a pu regarder pour les jeunes les plus défavorisés, en gros, ce sur quoi ils se sentaient un peu démunis. Alors c'est très variable, mais ça va être par exemple, je rentre en classe préparatoire et je ne sais pas comment m'organiser. Et personne ne peut me renseigner. Ou je viens d'une zone rurale, j'arrive pour faire mes études dans un centre urbain, puis un peu perdu, j'ai une petite baisse de morale. Ou alors je veux découvrir un métier comme contrôleur de gestion ou horticulteur et j'ai pas de réseau pour être capable de m'en parler, etc., etc. Donc on va demander aux jeunes de nous lister des besoins. On va demander à des volontaires ensuite ce qu'eux ont envie d'apporter et on va faire la connexion. Voilà. Et notre credo, c'est de dire que le mentorat, c'est une vraie manière de démultiplier ces rencontres qui peuvent changer des vies. Voilà, parce que c'est quand même ça qu'on entend beaucoup. Hein. Les jeunes, ils nous disent, en tout cas les jeunes qui, entre guillemets, font des beaux parcours d'études, ils nous disent tous, qu'à un moment, quelqu'un les a aidés. Et que c'est dommage, on laisse le hasard à la chance et qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui puissent être accompagnés et avoir l'occasion de faire ces rencontres. Bah, nous, avec le mentorat, on essaye d'organiser ça à grande échelle. Et donc cette année, c'est 40 000 jeunes qui vont se voir proposer un mentorat, c'est-à-dire un accompagnement qui pourra durer juste quelques mois ou plusieurs années pour les aider à trouver leur voie en apportant des réponses aux questions qu'ils se posent au fil de leur parcours. Et le troisième sujet, c'est l'accès à l'emploi. Alors ça, il n'y a pas vraiment d'âge, parce que ça peut être en bac pro. On n'a pas envie d'aller plus loin que le bac et on cherche à rentrer dans le monde professionnel. Et ça peut être jusqu'à bac plus 5. On sait que les jeunes de milieux défavorisés, c'est un petit peu plus compliqué pour trouver un job. Voilà, il y a aussi des chiffres qui disent que si vous grandissez dans un quartier politique de la ville, si vous avez un prénom maghrébin, faut envoyer entre 3 et 4 fois plus de CV pour avoir accès à un entretien. À diplôme équivalent, bien entendu. Donc on sait que c'est un peu plus complexe. Et notre métier, c'est aussi d'accompagner les jeunes issus de milieux défavorisés jusqu'à l'accès à l'emploi. Donc on a une troisième plateforme qui s'appelle Job Ready, où on explique aux jeunes comment identifier leurs compétences transversales, ce qu'on appelle les soft skills, pour qu'ils puissent les mettre sur leur CV. On va prendre un jeune qui nous dit, en ayant fait un BTS, que à côté de ça, il a fait pendant 10 ans capitaine de son équipe de foot de quartier. On va lui expliquer que ce qu'il a appris en dehors de l'école, c'est très intéressant. Parce que le fait d'avoir été capitaine de son équipe de foot, ça veut dire que déjà il faut faire preuve de discipline pour venir à l'entraînement et venir au match de manière régulière. Il faut faire preuve de communication parce que forcément il a dû gérer son équipe et il a dû travailler les modes de communication avec son équipe, avec l'arbitre, voire avec les adversaires. Il a sans doute dû faire preuve de gestion de conflit parce qu'il y a eu nécessairement des moments où c'était un peu chaud. Sans doute aussi de la capacité d'adaptation, parce que quand son équipe s'est pris 3 ou 4 tôles de suite, il a peut-être fallu qu'ils y réfléchissent et qu'ils essayent de trouver d'autres manières de jouer, etc., etc. Et donc on lui explique que ce qu'il a appris en dehors de l'école, ça a de la valeur, ça peut être mis sur un CV,
Et ça peut l'aider en tout cas à définir ce qu'il aime et ce qu'il aimerait retrouver dans son futur job. Donc voilà, ça c'est un aspect qu'on travaille beaucoup. Moi je suis convaincu que les jeunes qui viennent de milieux défavorisés, ils ont souvent des compétences en plus en fait. Alors, il y a aussi des aspects en moins, hein. Peut-être qu'il y a un petit peu moins de culture générale, peut-être qu'il y a un petit peu moins de connaissance des codes des recruteurs, mais il y a aussi du plus. Tout ce qu'on fait, on le fait pas par condescendance, hein, on le fait parce que je suis persuadé que il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de solutions à aller chercher dans ces jeunes, et que le fait de miser sur eux, c'est aussi une manière collective pour nous tous de miser sur notre avenir. Notre ambition, c'est de leur dire, on va vous aider à trouver votre voie, à réussir, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre derrière le mot réussir. Et notre idée, c'est de dire, votre réussite individuelle, c'est très bien, mais il faut aussi que vous réfléchissiez à cette question d'utilité commune. L'utilité commune, c'est qu'est-ce que vous allez apporter à la collectivité, au-delà de votre réussite individuelle. Et ça, on invite les jeunes à réfléchir à ça. Moi, j'ai pas dire une croyance, mais en tout cas une vraie espérance, qui est que je pense que ces jeunes qui viennent de milieux défavorisés, de par leur histoire, ils sont plus sensibles aux enjeux des inégalités, mais aussi aux enjeux climatiques. Et j'espère bien qu'ils auront envie d'apporter leurs solutions et leurs contributions, et qu'ils seront peut-être demain des futurs leaders, des futurs managers, des futurs journalistes, des futurs hommes ou femmes politiques, un peu représentatifs, un peu visibles, qui essaieront de réinventer le leadership en le rendant plus responsable. Merci beaucoup Benjamin pour cette prise de parole, pour votre partage d'expérience, votre parcours, vos actions, aussi concernant donc, tout ce qui est concernant la lutte donc, contre les inégalités. Et j'ai une dernière question, c'est comment voyez-vous un petit peu l'avenir, le monde dans 5 ans et l'avenir plus lointain par rapport à tout ce que vous pouvez mettre en place vous aussi, mais tous les jeunes que vous pouvez accompagner? Ça me rappelle une phrase d'un philosophe, Alain, et je trouve que ça s'applique bien à la situation, c'est le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Voilà, parce que quand on regarde objectivement les faits, le présent est compliqué, et l'avenir s'annonce pas beaucoup mieux. Que ce soit en matière d'inégalité dans le monde, et évidemment enjeux climatiques aussi. Bon, voilà, mais ça c'est l'humeur. Et l'optimisme et de volonté, ça veut dire que ça se construit, l'optimisme. Et donc il faut absolument pas lâcher l'affaire. Moi je crois qu'il y a des bonnes nouvelles, et je dirais qu'il y en a une que je trouve assez réjouissante depuis 2-3 ans. C'est le fait que, franchement, ce qu'on faisait, nous, avec Passeport Avenir, Fratelli, article 1, j'allais dire, entre 2005 et 2020, bon, il n'y a pas énormément de monde qui s'y intéressait, voilà, pour être franc. Il y avait quelques personnes un peu militantes qui comprenaient de quoi on parlait, mais ça allait pas bien loin. C'était absolument pas vu comme une priorité. Là, on a des échos et une prise de conscience, une sortie du déni que je trouve extrêmement intéressante. De la part des politiques, qui se disent ok, il faut vraiment faire quelque chose, quels que soient les bords d'ailleurs, hein. De la part des entreprises, avec des gens qui nous disent bon, on a envie de se mobiliser sur ces sujets, on veut faire en sorte que les jeunes en France puissent construire leur avenir. On en a besoin à la fois pour notre business parce qu'on veut recruter les meilleurs talents, mais c'est aussi parce que on a vraiment envie d'un pays où ça fonctionne comme ça. On veut plus être dans le social washing. Donc moi j'ai des vrais signaux de mobilisation, c'est-à-dire que on rencontre des dirigeants d'entreprise alors que pendant longtemps c'était juste impossible, et ils nous font part d'une vraie envie de faire des choses à grande échelle. Donc voilà, moi je ne désespère pas de la situation. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses entre nos mains. Et puis surtout, ce qui est, à mon avis, vraiment à construire, c'est que moi j'ai la chance de voir une jeunesse extraordinaire en action. Voilà, les jeunes de l'article 1 viennent de milieux défavorisés, ont des trajectoires souvent extraordinaires, font preuve de beaucoup d'humilité, mais aussi de beaucoup de talent, sont très inventifs, sont très mobilisés, sont très engagés. Donc moi, dès que j'ai un petit coup de blues sur la situation, bah, je vais leur demander leur avis, et c'est plutôt eux qui me redonnent espoir, en tout cas qui m'incitent à vraiment pas lâcher l'affaire. Donc c'est compliqué, mais pas perdu.
Vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Soutenez-le en lui attribuant une note sur Apple Podcast ou iTunes. Cela permettra au podcast d'atteindre de nouvelles personnes qui découvriront à leur tour ces initiatives françaises. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux si le sujet vous intéresse et que vous avez une idée pour améliorer la situation. Vous êtes vous-même à la tête d'une entreprise ou d'une association qui agit sur le terrain? Vous connaissez peut-être quelqu'un qui met son énergie au service des autres ou de la planète. Contactez-moi par mail, je serai ravie de pouvoir vous ou lui donner la parole. Et si vos actions pouvaient changer le monde?